Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, nous nous retrouvons après un bon repas, je l'espère, qui nous a redonné de la force et de la vigueur pour accueillir Jean-Claude Delgenne. Alors Jean-Claude Delgenne, il est le président fondateur du groupe Technologia. C'est un groupe spécialisé en prévention des risques psychosociaux qui évalue et améliore la qualité de vie au travail. Il est intervenu dans de nombreuses entreprises, de nombreuses collectivités, pour déminer certaines situations parfois difficiles, et puis surtout pour proposer des chemins aux élus décideurs ou aux dirigeants, naturellement en relation avec les représentants du personnel. Jean-Claude est là depuis ce matin, il a donc écouté parfaitement tout ce qui s'est dit. Tiens, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous a marqué, Jean-Claude, ce matin ? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, donc c'est un peu difficile de hiérarchiser les points d'étonnement. La première chose, c'était que, premièrement, c'était d'un très bon niveau, y compris lié à l'animation du journaliste qui a été chercher dans les détails, y compris les différents intervenants, pour aller vraiment faire remonter les différentes problématiques. Donc ça, c'était intéressant. Le casting était très bon, je trouve, entre les grandes, je dirais, les grandes entités, les grandes institutions, Rouen, Grand Quevilly, qui avaient des moyens, qui pouvaient donc assumer une certaine politique, parce que l'effet de taille quand même joue beaucoup. Et puis après, peut-être les entités plus réduites, ça c'était intéressant. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir l'expérience concrète sur Brickbeck. Voilà, j'ai du mal avec le nom. Brickbeck était assez intéressante, la dualité entre le maire nouvellement élu et puis le directeur des services, avec son humour so british. Non, c'était assez intéressant, en montrant bien un grand nombre de solutions, de pistes qui peuvent fonctionner, de principes. Et moi, je voudrais effectivement, dans mon intervention, bon, je vais faire un apport théorique, mais je voudrais justement approfondir un certain nombre de concepts qui ont été avancés ce matin. J'ai bien aussi apprécié donc l'intervention des médecins qui était aussi intéressante. Bon, on n'a pas peut-être suffisamment parlé je dirais, de la crise de cette profession qui n'a pas été suffisamment renouvelée du fait des stratégies, des arbitrages qui ont été faits au niveau politique, ce qui est bien dommage, hein, puisque on a vraiment là, avec cette connaissance médicale appliquée, des moyens de prévention que différents pays d'Europe nous envient d'ailleurs. Voilà, donc donc c'était tout était vraiment intéressant avec une. Moi j'ai pris. Alors, vous voyez, j'ai pas commencé par ce slide-là, mais je voulais commencer sur la question du plaisir au travail. Vous voyez, donc je crois que la notion de plaisir n'a pas été abordée ce matin, mais bon, je pense que c'est une notion essentielle dans ce qui fait que les gens se lèvent le matin pour aller au boulot, en fait, hein, pour pouvoir travailler, pour pouvoir se coltiner la difficulté. Donc, ce matin, donc, avec vous, grâce à vous, j'ai pris un certain plaisir à écouter. Ça m'a donné quelques idées aussi pour des papiers à venir, parce que j'écris beaucoup dans la presse. Je ne sais pas si vous avez lu ce que j'écris ou les livres que je publie, mais voilà, donc ça m'a un peu enraciné dans le réel, ce que vous êtes, vous, au quotidien. D'une autre manière que je le suis aussi, mais peut-être parfois un peu distant aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, j'ai créé le groupe Technologia qui compte 140 salariés aujourd'hui, et à la fois je suis expert, mais je suis aussi dirigeant, et le fait de diriger, parfois, peut éloigner un peu du réel. Alors ce matin, on a vu beaucoup de choses. On a vu que la QVCT passait par, d'abord, un dialogue renouvelé entre toutes les parties prenantes, mais un dialogue singulier, puisqu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de modèle. C'est la question de l'intelligence collective sur laquelle vous pourrez peut-être intervenir. Ouais. Ouais. Et puis, on a vu que derrière ça, eh bien, il y avait un cadre à fixer pour mettre en ligne les différents acteurs dans leurs spécificités, pour une écoute et pour une action positive, non seulement au service des agents, mais au service global de la collectivité. Et j'aimerais que vous nous éclairiez aussi sur ce que c'est finalement qu'un travail sain, parce qu'on a beaucoup évoqué évidemment la qualité du travail, mais on n'a pas dit ce que c'était qu'un travail sain.
Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Jean-Claude Delgenne. Écoutez, merci. Donc, je vais essayer d'introduire le débat. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette introduction au débat pour pouvoir après approfondir dans les questionnements qui pourront être formulés. J'espère qu'ils seront nombreux et j'espère que je ne vous saoulerai pas, disons trop rapidement, après la matinée studieuse et puis le repas qu'on vient d'accomplir. Alors, je vais structurer mon propos en 5 ou 6 thèmes. Je reviendrai sur en fait mon expérience, peut-être pour susciter des questions sur ces problématiques-là, parce que je m'estime aussi devoir transmettre. J'ai été amené de par la chance, de par, je dirais, des conjonctions, du hasard, à assumer un certain nombre de crises au niveau national. Donc je les citerai rapidement, pour y compris peut-être situer un peu plus la légitimité que j'ai à contribuer à vos travaux aujourd'hui. Après, je reviendrai sur la question de la valeur travail qui est au centre de notre discussion aujourd'hui. Valeur travail qui a évolué grandement ces dernières années, y compris sous la crise. J'y reviendrai rapidement. Je préciserai combien le dialogue social est intéressant, est indispensable justement en matière de qualité de vie au travail. D'autant plus que j'y reviendrai sur la question des obligations réglementaires qui pèsent sur les employeurs aujourd'hui, les employeurs en tant que personnes morales, mais aussi les employeurs en tant que personnes physiques qui représentent des personnes morales, ce qu'on oublie assez souvent de dire, mais qui pour moi est quand même assez central. Et puis je reviendrai sur la question justement du travail sain. Qu'est-ce que c'est que le travail sain? Comment en fait gouverner une petite équipe, une moyenne équipe, une grosse équipe, pour faire en sorte que quelque part on aboutisse à cette recherche du travail sain. C'est vraiment une recherche qui doit se faire au fil du temps. Ça a été dit ce matin. C'est un long travail qui ne s'arrête jamais, mais qui permet bien sûr, par ce chemin employé, d'éviter de graves crises et de sérieux coûts financiers. Je reviendrai après sur la question du retard que nous avons en France, parce que pour pouvoir vraiment faire un travail, il faut comparer. Donc je ferai de ce point de vue-là un peu une comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays, mais rapidement, hein, je ne veux pas non plus être trop long, mais c'est essentiel d'avoir des points de repère pour voir quel est le retard que nous avons dans ce pays, le pays des droits de l'homme, sur les autres pays en matière de gestion de la qualité de vie au travail. Alors, je terminerai sur la question des dérèglements qui peuvent être occasionnés en cas de dialogue social, disons, inexistant ou tout au moins embourbé, paralysé, non récurrent, dérèglements qui peuvent conduire soit à des problèmes de violence, soit à des problèmes d'épuisement professionnel. Je ferai une petite partie sur l'épuisement professionnel parce que je pense qu'il y a beaucoup de cadres dans la salle, il y a beaucoup de DGS et je crois que c'est une population, de par mon expérience, qui est assez ouverte à cette exposition au risque. Voilà, et je terminerai sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, quels sont les principes. Alors, effectivement, les situations sont toutes singulières, mais ce qu'on peut dire, c'est quand même il y a des invariants. Il y a des choses qui sont absolument essentielles de pratiquer, et donc je terminerai là-dessus. Alors, la légitimité... tout cela en 45 minutes. Il m'a dit que j'avais un peu plus, Jean-Claude, tout à l'heure. Oui, mais il faut laisser du temps aux questions. Voilà, bon. En tout cas, je vais essayer d'aller vite et puis peut-être je botterai en touche pour renvoyer aux questions certains sujets pour tenir le délai de 45 minutes. Alors, la question de la légitimité, donc concrètement, moi je suis économiste de formation, j'ai été fonctionnaire, donc j'ai quitté la haute fonction publique après quelques années parce que je ne m'y sentais pas suffisamment reconnu. J'ai été directeur adjoint d'un centre de recherche, j'ai enseigné à Dauphine jusqu'en 2017 et j'ai créé Technologie en 89. Bon voilà, ça c'est pour mon parcours, disons, plus personnel. J'ai publié plusieurs livres, un livre en 2006 sur le document unique, bilan après 5 ans d'application, un livre sur le burn-out en 2017 qui a eu un grand succès qui s'appelle L'idée reçue sur le burn-out, un livre sur le suicide, un cri silencieux en 2020 et un autre qui va sortir sur Idées reçues sur le suicide prochainement. Voilà. J'ai fait pas mal d'ouvrages, j'ai dû conduire 400 à 500 missions, je n'ai pas vraiment compté, dans des milieux professionnels très divers. J'ai beaucoup travaillé dans les collectivités territoriales.
J'ai par exemple conduit l'évaluation des risques pour la région Île-de-France, j'ai travaillé sur la métropole lilloise, je fais beaucoup de conférences d'ailleurs dans cette région. On a beaucoup travaillé sur un grand nombre de collectivités, à la fois sur des phénomènes, des épiphénomènes, excusez-moi l'expression, mais bon, c'est-à-dire des problèmes de harcèlement sexuel, harcèlement moral, ou alors sur des problèmes plutôt, disons, plus compliqués que organisationnels. Je me suis occupé, par exemple, dernièrement de la fusion des deux URSSAF, Normandie, Basse-Normandie, enfin Haute et Basse-Normandie. J'ai accompli, tout à l'heure, une grosse mission sur l'Orne, avec une fondation, avec des problèmes assez graves qui s'y trouvaient. Voilà, donc... en fait, mon expérience m'amène à dire que lorsque la bienveillance humaine est en régression, lorsque le dialogue social se passe mal, lorsque on est dans des relations de domination effrénée, voire d'humiliation caractérisée, eh bien, effectivement, la crise couve, la crise, elle peut survenir à tout moment. Alors, les effets de bascule, ça reste un trou noir pour nous en tant qu'experts, parce que globalement, c'est très compliqué de voir pourquoi à un moment donné on bascule dans la crise. C'est assez compliqué, sur la crise de France Télécom dont je me suis occupé, la crise des suicides à la Poste dont je me suis occupé, ou la crise de l'affaire Kerviel dont je me suis occupé aussi, ou même la crise sur le technocentre Renault. À un moment donné, ça bascule et ça échappe à tout le monde, ça sort de l'entreprise, qui est un vrai problème en termes de réputation, en termes de notoriété, et là, ça devient... multiples facteurs qui interagissent, ça devient très compliqué à gérer. Et toutes les crises que j'ai pu connaître m'ont amené effectivement à recentrer, à mettre, on parlait d'église ce matin, mais à remettre l'église au centre-village. Et l'église au centre du village, c'est de faire en sorte que l'humain soit à un moment donné au cœur des décisions qui sont prises, souvent, je dirais, un peu trop vite, le plus souvent sans avoir suffisamment discuté au préalable, et avec des conséquences qui peuvent être redoutables. Alors, conséquences qui sont à la fois d'ordre financier, mais, enfin humain, mais aussi financier. Mais on y reviendra peut-être si vous avez des questions sur ces sujets que j'ai pu évoquer. Il n'y a aucun problème pour les aborder, d'autant que tous ces sujets ont fait état de beaucoup d'articles dans la presse. Ce n'est pas nous qui avons alimenté la presse, c'est effectivement la presse qui a fait son travail auprès des uns et des autres pour collecter. Je précise d'ailleurs que le film sur France Télécom Orange, l'affaire dite des cris suicidaires, sort le 8 novembre dans les salles parisiennes. C'est un très beau film qui relate en fait, alors le titre c'est Par la fenêtre ou par la porte, qui relate, je dirais, l'affaire d'un management toxique, autoritaire, qui a conduit à bon nombre d'incidences, crises humaines bien sûr, mais pas que, hein, crise au niveau familial, divorce, dépression, etc., maladies diverses. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce film, qui est un enseignement, un cas d'école pour tous ceux qui sont en phase RH, qui sont des RH, voire des GS, pour tous les élus du personnel. C'est un film qu'il ne faut pas manquer. Alors, la question de la valeur travail. Le travail est très important dans nos vies. C'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui ensemble. C'est ce qui nous permet de gagner notre vie. On l'a vu combien ce matin c'était important, la question de la rémunération, en particulier pour les catégories C, essentielles. Mais le travail, ce n'est pas simplement cela, hein. C'est la manière d'exercer notre créativité au quotidien, la manière de pouvoir agir avec une certaine liberté ou pas, vous voyez. Donc c'est essentiel. La question du pouvoir d'agir des individus. Quand les gens, les salariés, ont un pouvoir d'agir, peuvent prendre des initiatives, eh bien c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est un des premiers constats. Tout au long de mon propos, je ferai des constats, hein. Donc ça, c'est un premier constat. Favoriser le pouvoir d'agir des gens, permettre aux salariés d'être source d'initiative, donner la parole sur le travail réel pour l'améliorer, pour améliorer les pratiques et faire en sorte que les uns et les autres soient considérés à leur juste valeur, à savoir des êtres agissant comme vous-même. Ça, c'est essentiel. Donc, la question de cette liberté et de cette autonomie dans la décision est au cœur de ce qu'on appelle le travail choisi ou le travail subi. Quand le travail est choisi, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde, pour les dirigeants, les gouvernants, pour bien sûr les salariés, ceux qui sont en lien de subordination. Quand le travail est subi, pour différentes raisons, on y reviendra, eh bien là c'est compliqué. À un moment donné, il y a quelque part des dérèglements qui surviennent. Alors le travail a aussi un autre avantage, c'est qu'il permet d'éduquer l'individu. C'est-à-dire que tous, comme nous sommes ici,
Bon, certains d'entre vous ont choisi leur métier, mais bon, pas tous d'ailleurs, mais ceci dit, on choisit rarement les gens avec qui on travaille. On est amené donc à baigner dans dans une mosaïque humaine, avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées, avec les gens qui n'ont pas forcément le même caractère, et donc ça peut susciter à la fois, bien sûr, de l'intérêt, mais aussi des phénomènes de répulsion, des phénomènes d'irritation, des phénomènes d'excitation. Dans tout groupe humain, on a ce type, de perte en ligne, d'entropie énergétique due à des problèmes caractériels. Vous voyez, donc c'est très important d'assurer une régulation de cela, de faire en sorte que, à un moment donné, peu ou prou, peu ou moins, ou même très bien, les gens s'entendent pour travailler ensemble. Plus les gens s'entendent pour travailler ensemble, plus le collectif est fort, moins il y a de problèmes. Sincèrement, je peux vous le dire, après 35 ans d'activité sur ce versant, quand il y a un collectif qui est fort, ce matin, il y avait une très bonne remarque du directeur général des services Brickbeck, pardon, j'ai du mal avec le nom. Monsieur Baud, je crois, il disait qu'il n'avait pas de mal quand les gens sourient, quand les gens rient, quand il y a de l'émotion. C'est essentiel. C'est essentiel. On a fait une étude en 2012 qui montrait que dans les univers où justement les émotions étaient tolérées, il y avait quand même beaucoup moins de difficultés. Et moi, je peux vous dire que quand parfois je rentre dans des univers où tout est aseptisé, où c'est vraiment, vous sentez, enfin moi en tant qu'expert, j'ai une hypersensibilité à ça, je sens tout de suite quand les ambiances sont en fait réfractaires ou même délétères pour les individus. Vous voyez, donc très important la question, je dirais, du collectif pour permettre à l'individu de s'épanouir, d'être dans l'ambiance positive comme ça a été dit ce matin. Et de ce point de vue-là, le travail est le premier vecteur de sociabilité. Le travail est le premier vecteur d'appartenance. Quand j'étais plus jeune, moi je suis d'origine sicilienne, mes grands-parents se sont installés donc dans les Vosges et quand j'étais môme, j'étais dans un petit village, comme il devait y en avoir pas mal dans le coin, et en tant qu'enfant, j'allais dans toutes les maisons et j'étais porté par toutes les familles. Vous voyez, donc il y avait un lien d'appartenance qui se faisait. Vous voyez, de même, à cette époque, vous aviez des grands partis politiques, le MRP, la SFIO, le Parti communiste, avec des milliers d'adhérents. Vous aviez les églises qui étaient aussi source de liens. Vous voyez, donc aujourd'hui, tout cela c'est largement terminé avec le grand exode rural. Les gens sont dans des petites, dans les grandes agglomérations, dans des petites maisons. Moi, je ne laisse pas mes enfants, ou je n'ai pas laissé mes enfants, plus exactement, à Paris, aller tout seul dans la rue. Vous voyez, donc le travail a donc pris une place essentielle dans l'insertion sociologique. Et donc, il faut comprendre que quand le travail va mal, pour différentes raisons, eh bien, très vite, ça joue sur le reste, sur la vie quotidienne. Vous voyez, donc ça, c'est essentiel de bien le comprendre. Alors, cette importance du travail, de cette valeur travail, a été un peu bousculée avec la crise qu'on a vécue dernièrement. Cette crise qui a été très peu en fait étudiée, pour autant que c'est une crise avec le confinement de mars 2020, c'est une crise qui est, je dirais, sur le plan historique, un peu inédite. Puisque tout s'est arrêté. Il faut savoir que depuis 2007, depuis la création de ces petits outils et smartphones, il y a une accélération constante des rythmes sociaux. Pas des risques psychosociaux, des rythmes sociaux. C'est-à-dire que les gens sont en interactivité permanente. Les cadres, par exemple, que vous êtes pour une grande partie, eh bien, sont à 25% simplement à ne pas apprendre à vraiment déconnecter durant les vacances. Les gens restent, on l'a vu tout à l'heure avec M. Baud, même le vendredi, alors qu'il est en congé, il reste en contact. Vous voyez, donc les gens sont en contact perpétuel avec leur travail. On a quelque part une laisse électronique qui a le paradoxe de nous laisser plus libres, mais à la fois de nous assujettir, vous voyez, un peu plus au travail. Et donc, cette accélération, en mars 2020, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Alors, il y a eu ce que j'appelle la dysrythmie sociale, c'est-à-dire une désynchronisation des rythmes individuels avec les grands rythmes sociaux. Par exemple, Bertrand, s'il conduit son enfant à l'école et qu'il est en retard et qu'il court, il va faire subir un rythme social à son enfant. L'enfant, il n'a rien demandé, mais il est obligé de courir pour tenir l'horaire de l'école. Donc, vous voyez, les rythmes sociaux guident notre rythme individuel. Et en mars 2020, tout s'est écroulé. On est allé dans une situation... Alors, ça a eu deux grandes conséquences, cette dysrythmie sociale.
La première, c'est que ça a rompu les routines, les habitudes d'un grand nombre de populations qui, par caractéristiques aussi neurologiques, sont devenues beaucoup plus angoissées. Il y a une progression sensible des dépressions, à peu près 20 à 30%. Vous voyez? Alors ça dépend des pays, mais c'est à peu près ça. Et puis, pour la grande majorité de la population, on a une situation où on a revisité la relation au travail. C'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes se sont dit bon, moi, je ne vais pas continuer à faire ce travail-là toute ma vie comme ça, ou alors je vais le faire, mais autre part, plutôt éloigné des grandes coordinations. Vous voyez? Donc, on a revisité la valeur travail. Et depuis, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, je le disais tout à l'heure, on a eu 2 500 000 démissions en CDI l'an dernier. 2 500 000, c'est du jamais vu. Rien que le dernier trimestre, on a frôlé les 500 000 démissions l'année dernière, en 2022. On a une situation donc, où on a eu une inversion dans le rapport employeur-employé, quelque part. Et donc, un des constats qu'il faut faire, c'est qu'on ne peut pas continuer comme auparavant. C'est-à-dire que la non-prévention engendre des coûts, bien sûr financiers, mais elle va engendrer d'autres coûts indirects, qui sera la désertion ou la difficulté à recruter. Ça a été dit d'une autre manière ce matin. Et donc, les employeurs aujourd'hui doivent absolument intégrer dans leur logiciel de décision cette nouvelle donne pour leur permettre de vraiment s'adapter, parce que sinon, demain, vous aurez beaucoup de difficultés à recruter, à maintenir en poste, ou alors vous allez avoir affaire à des gens avec du ressentiment qui vont se mettre en retrait, en absentéisme, ou alors vous aurez ce qu'on appelle une mauvaise qualité. Il y a toute une mode qui vient des États-Unis où on parle de résentéisme. Vous voyez, bon. Mais je ne rentre pas trop dans le détail, on aura le temps d'y revenir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une donne qui a changé, et aujourd'hui, la santé et la sécurité doivent revenir au cœur des décisions, sinon on aura des effets indirects très lourds à terme sur la question de l'emploi. Alors, ayant dit ça, on voit rapidement l'importance du dialogue social. Qu'est-ce que c'est que le dialogue social? Bon, c'est simple. Vous avez un trépied au niveau des collectivités territoriales. Vous avez l'institution représentée par l'élu, l'édile, le maire, avec le bras opérationnel qu'est le DGS. Quand il y en a un, parfois avec le DRH, puis les services techniques. Après, vous avez donc les organisations syndicales qui représentent les salariés. Et puis, vous avez bien sûr les citoyens qui, en fait, bénéficient du service public, du bien commun. Vous voyez, donc, ce trépied doit, en fait, se conforter. Si un pied, je dirais, n'est pas bien, si par exemple les salariés vont pas bien, si à l'accueil ils massacrent les gens quand les gens viennent les voir, vous voyez, ça va pas le faire. Vous voyez, et si par exemple les citoyens sont mécontents, les édiles, les élus, l'institution politique, elle va aussi, le conseil municipal, ça va rager. Vous voyez, donc il y a un équilibre à trouver. Et l'équilibre se trouve par la discussion, par le partage, par, je dirais, le changement concerté. Tout ça a été dit très bien ce matin, j'y reviens pas. Mais c'est essentiel. Et quand le dialogue social est à peu près au rendez-vous, on a bien sûr une prévention des risques, on a une anticipation, une prévention des conflits multiples, des petits conflits relationnels, interpersonnels, voire des conflits plus graves. On peut vraiment, y compris, préparer d'une manière beaucoup plus active, je dirais, en prenant l'intelligence de chacun, on peut vraiment arriver assez rapidement à des prises de décision beaucoup plus positives, beaucoup plus adaptées. Vous voyez, ça c'est très essentiel. Alors, je n'ai pas le temps de parler de l'intelligence collective, mais s'il y a une question dans la salle, elle sera bienvenue, j'y répondrai de manière plus approfondie, parce que ce matin, on l'a évoqué, mais on n'a pas donné suffisamment d'éléments pour comprendre ce que c'est et comment elle fonctionne. Mais j'y reviendrai s'il y a des questions là-dessus. Vous voyez, donc, le dialogue social, de ce point de vue-là, est essentiel parce que, encore une fois, il permet d'aligner les énergies. Faire en sorte que chacun soit entendu, faire en sorte que chacun existe et permettre de donner son point de vue, alors sans pour autant être dans la consultation permanente, c'est pas ça le sujet, mais il faut des temps, il faut consacrer du temps, des moyens, de l'énergie à des phases d'écoute, comme vous le faites aujourd'hui, pour mettre y compris en débat les situations de travail. Si vous ne mettez pas en débat les situations de travail, les choses ne vont pas s'arranger. Pourquoi il faut s'occuper des conditions de travail ? Parce que tout simplement, elle ne s'arrange pas toute seule. C'est tout simple, mais c'est comme ça. Si vous ne vous occupez pas des conditions de travail, elles vont se détériorer d'elles-mêmes
et après, l'égratignure peut devenir gangrène, et plus vous tardez, comme on dit, le temps ne fait rien à l'affaire, ça peut devenir extrêmement difficile, avec des problématiques judiciaires ou alors des pertes de compétences critiques, des gens qui s'en vont, qui sont essentiels à la vie de la collectivité, ou des problèmes à gérer qui peuvent être compliqués, des tensions, etc., etc. Donc la question du dialogue social est essentielle. Alors, il est d'autant plus essentiel que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'employeur a une obligation en matière de santé et sécurité. Alors, cette obligation, elle ne date pas d'hier. Alors même, je vais expliquer d'ailleurs pourquoi on a un certain retard aussi. Elle date de 89. 89, des directives européennes sont adoptées sous la pression des pays scandinaves, directives européennes qui seront traduites par la loi du 31 décembre 91, qui est essentielle, puisque c'est la loi socle, la loi du 31 décembre 91 sur la santé et la sécurité, qui en fait dit globalement: le salarié, l'agent public ne vient pas au travail pour s'abîmer la santé ou pour même perdre l'existence, il vient au travail pour gagner sa vie. Vous voyez, donc la question est essentielle. Alors, cette loi du 31 décembre 91 a été très mal traduite en droit français, il faut le savoir. Et il a fallu attendre l'accident d'AZF le 21 septembre 2001. Je dis ça, je connais bien le sujet, puisque à l'époque, François Barra, qui était mon collègue directeur scientifique de Technologia, a été retenu comme expert sur l'affaire AZF à Toulouse. Et en fait, il a fallu attendre cette date du 21 septembre 2001 pour que le gouvernement, le ministre du Travail, s'aperçoive que la loi avait été mal traduite en droit français et sorte en catastrophe 5 novembre 2001, donc 21 septembre, 5 novembre 2001, le décret sur le document unique sur les conditions de travail, le DURP, qui a été abordé ce matin. Vous voyez ? Alors là, c'est pareil. Je vous renvoie au livre que j'ai publié aux éditions d'Ergonomie en 2006. Le fait est que le DURP est très largement, et peut-être chez vous, considéré comme une procédure de plus et non pas comme un instrument pour mettre en débat les situations de travail, non pas comme étant un élément, un fil rouge pour questionner les situations de travail. C'est une procédure qu'on remplit, quelquefois on donne ça à un stagiaire, débrouille-toi, tu me sors ça pour dans 3 semaines, il y a les syndicats qui râlent, il faut qu'on soit à peu près au cordon, ou on va avoir des contrôles, donc il faut qu'on soit à peu près bien. Vous voyez ? Bon, au pire, c'est ça. Parfois, on l'a vu ce matin, il y a des exemples qui montrent qu'on peut utiliser le document unique comme une matrice de ce point de vue-là. Mais, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'employeur a une obligation de prévention. La prévention, c'est quoi ? Alors, je vais vous donner un exemple. On l'a employé un peu ce matin, le médecin du travail l'a évoqué en parlant de prévention primaire, mais il faut bien comprendre ce que c'est que la prévention, parce qu'elle est multiple. Alors je vais prendre un exemple pour être bref, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Si vous êtes dans un atelier, par exemple, avec une machine qui dysfonctionne, vous avez une machine qui dysfonctionne et qui blesse les gens. Les gens, vous n'allez pas les laisser blesser sur place, vous les envoyez à l'infirmerie, voire vous les envoyez à l'hôpital. Là, vous êtes en aval du process de production, vous êtes en prévention tertiaire. Donc vous prenez en charge les gens pour les soigner. Bon, vous pouvez aussi apprendre aux gens à utiliser la machine, vous les formez pour qu'ils ne se blessent pas. Là, vous êtes en prévention dite secondaire. Et puis, vous pouvez réparer ou changer la machine pour que, effectivement, les gens ne soient pas en risque. Là, vous êtes en prévention primaire. Vous voyez, cette image, je sais que vous la retiendrez, mais ça vous permet de bien situer les obligations en matière de prévention. L'employeur a une obligation de développer une prévention primaire, voire secondaire. La prévention tertiaire n'est pas suffisante. Envoyer les gens à l'hôpital, à l'infirmerie, ce n'est pas suffisant. Il y a une nécessité, y compris en ce qui, ça a été dit ce matin, en ce qui concerne l'usure professionnelle, il y a nécessité d'agir pour anticiper, je dirais, l'accélération du vieillissement, je dirais, physiologique par un travail non adapté, justement en renforçant le fait, en adaptant mieux le travail à l'individu. Vous voyez, et non pas en demandant à l'individu de s'adapter sans cesse au travail, ce qui peut, à un moment donné, être très compliqué lorsque les années passent. Vous voyez, donc, très important, la prévention. La prévention, elle est, de ce point de vue-là, très, je dirais, productive en termes financiers. Hein, tous les calculs le montrent. Tous les calculs le montrent, puisque, en fait, quand vous investissez 1 euro en prévention, les calculs montrent que vous pouvez récupérer entre 7 et 10 euros. Ceci dit, dans les cockpits des décideurs, cette question-là n'est pas vraiment abordée. Voilà, c'est souvent un peu négligé. Alors, je renvoie à mon propos préliminaire, ça va changer. Parce que si aujourd'hui, prévention il n'y a pas, si on ne considère pas les véritables attentes des nouvelles générations, et même des générations plus anciennes, les gens partiront. Ou alors les gens lèveront le pied, et ce qui n'arrange pas l'affaire. Vous voyez, donc la question de la prévention est essentielle. Alors,
rapidement, la question du travail sain. Je vais essayer de vous montrer, j'espère que ça va fonctionner. Vous voyez, tout ça, je vous l'évite. Voilà, la question du travail sain. Là, le travail sain, SAIN et non pas SAINT, c'est un travail, en fait, où l'individu peut, je dirais, être dans une situation à peu près correcte. C'est-à-dire qu'on a un travail, on a des obligations, on a des contraintes, mais on a aussi un certain nombre de plaisirs. Il faut savoir que 75% de la population aujourd'hui active en France, c'est-à-dire les 20 millions de salariés, les 5,7 millions de fonctionnaires, les 2 et quelques millions de professions libérales, considèrent qu'ils sont à peu près satisfaits de leur travail, à peu près satisfaits. Alors il y a 25% de la population active, par contre, qui est en tension très forte. Voilà, donc la question essentielle, c'est le fait de pouvoir travailler sur la question des risques. Alors vous voyez ici, cette cartographie qui est issue d'un logiciel, je ne peux pas vous faire la démonstration, on n'a pas le temps, mais l'idée c'est que vous compreniez que la résultante en matière de travail, c'est l'interaction de facteurs de risque et de facteurs de protection ou de consolidation. En clair, prenons un exemple ou deux pour que vous compreniez. Si par exemple vous êtes dans un service, vous êtes 7-8 personnes, et je dirais le service, tout le monde s'entend très bien, il y a une superbe ambiance, il y a des échanges, vraiment les gens sont bien au travail ensemble. Et par contre, il y a une charge de travail conséquente. La charge de travail, elle va passer, les gens vont s'entraîner, les gens vont se suppléer, et globalement, ça le fera. En revanche, vous prenez la même charge de travail dans un service où les gens ne s'entendent pas, et là, c'est la cata, ça ne passe plus du tout. Vous voyez pourquoi? Par division, je dirais croche en patte, enfin bon, différentes, je dirais, attitudes dont l'être humain peut être assez subtil. Voilà, donc il y a une situation où ça ne passe plus. Vous voyez, donc la question de la charge de travail en elle-même, bien sûr, il faut la considérer. Une charge démentielle, des exigences professionnelles démesurées doivent être questionnées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette charge de travail, elle va être rapportée à d'autres facteurs. Un autre exemple, je suis submergé de travail, mais je sais que je vais avoir une promotion, que dans 6 mois, j'ai un horizon qui s'ouvre, que je vais pouvoir avoir le poste que j'attends. Eh bien entendu, ma charge de travail, elle est beaucoup plus supportable. Vous voyez, donc, il faut bien comprendre, parce que très souvent, on présente la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux. Là, c'est pareil, on n'a pas trop discuté des thématiques. Peut-être on y reviendra entre la différence entre RPS, QVT, qualité de vie et conditions de travail. Bon, on verra les considérations politiques qui ont pu aussi faire émerger de la sémiologie, de la sémantique intéressante sur le plan, je dirais, des creux que nous avons. Vous voyez donc, la question des risques psychosociaux ou de la qualité de vie au travail, elle résulte de l'interaction de facteurs d'une manière systémique. Et alors, quels sont les facteurs? Rapidement, je vous les donne. Un des premiers facteurs, bien entendu, c'est la question de la charge de travail, de l'exigence professionnelle. Cette charge de travail, elle peut être trop prononcée, comme elle peut être insuffisamment prononcée. Quand vous avez quelqu'un qui est dans un service qui est laissé à lui-même, qui n'a pas grand-chose à faire, c'est difficile. Vous voyez, dernièrement, j'intervenais dans une collectivité locale en Auvergne, dont je tairai le nom, et j'avais rendez-vous, j'étais un peu en retard, je n'avais pas pu les voir en fin de matinée avec les services de l'entretien de la verdure. Bon. Et en fait, j'ai cherché, et puis bon, à un moment donné, je les trouve, et puis on discute, et puis bon, manifestement, j'apprends qu'ils n'avaient pas une charge de travail très conséquente. Vous voyez, donc à un moment donné, si vous avez des gens qui sont un peu laissés à eux-mêmes, qui ne sont pas dans une relation de tension suffisante avec le travail, ça peut être aussi problématique. D'un côté, vous pouvez avoir une surcharge, une saturation, vraiment un épuisement, et de l'autre côté, vous pouvez avoir un délitement, un délaissement, un étiolement du fait d'un mauvais rapport au travail. Après, deuxième aspect, la reconnaissance. On l'a vu tout à l'heure, la reconnaissance dans le travail sain, elle est essentielle. Même si, effectivement, vous avez, je dirais, la question du salaire, la question de la rémunération, elle ne se limite pas à cette question de salaire et rémunération, même si c'est bien sûr essentiel, le chèque qu'on a à la fin du mois ou la prime en fin d'année, mais ça ne se limite pas à ça. Derrière cela, vous avez la considération, vous avez le respect, vous avez, je dirais, la capacité d'écoute. Mais quand je parle de tout cela, je parle d'une manière authentique, pas simplement de faire semblant.
hein. D'ailleurs, les gens le sentent. Quand vous avez un dirigeant, un cadre qui fait semblant d'écouter ou qui, je dirais, passe la brosse à luire comme ça, à un moment donné, ça a un effet contraire. Vous voyez, donc la vraie écoute, la vraie attention, la vraie mise en disponibilité pour être à l'écoute des autres, c'est essentiel. Et un cadre dirigeant aujourd'hui, il doit pouvoir faire cela. Et s'il ne le fait pas, et très vite, il sera quelque part rejeté d'une manière ou d'une autre par les équipes qu'il est censé animer. Donc la question du soutien. Autre aspect, la question de l'autonomie, la question de la problématique du pouvoir d'agir, hein, de la latitude de décision, c'est essentiel, j'ai dit tout à l'heure, la question de pouvoir avoir main mise sur son travail. On est au XXIe siècle, on n'est plus au Moyen-Âge, où vous aviez des armées de serfs qui obéissaient de manière un peu autoritaire à un féodal. Non, ça ne marche plus, ça ne marche plus du tout. Il faut vraiment laisser un maximum de latitude aux gens et les diriger en animant, en étant avec eux au cœur de la décision, en montrant effectivement une capacité d'écoute. Après, la question du sens, on l'a vu ce matin encore, le sens au travail est essentiel. Alors, le sens, il y a un triple contenu dans le sens. Le sens, c'est ce que je fais pour les autres, pour la collectivité, avoir un beau paysage, s'occuper des enfants, prendre en charge des personnes âgées, ça a du sens, c'est un sens social. Mais ça ne se limite pas à ça, le sens. Le sens, c'est aussi ce que ça me rapporte à moi. Quelles compétences je développe moi-même, comment je m'enrichis sur le plan professionnel. Et puis, dernier niveau de signification, la question, je dirais, de ce que je ressens en faisant le travail que je mène. Si, par exemple, on me demande de m'occuper de personnes âgées en considérant qu'il faut à peu près une demi-heure par personne et qu'on me demande, ou 20 minutes, et qu'on me demande de faire le travail en 10 minutes, à un moment donné, ça n'aura plus de sens pour moi, parce que je ne me reconnaîtrai pas, je ne me reconnaîtrai plus dans la qualité de travail que je pense devoir faire. L'homme se nourrit ainsi de cette nourriture narcissique. On a une représentation du travail, de cette qualité du travail qui est essentielle. Et si on est en décalage avec cette qualité de travail, là, ça va vraiment mal. Là, on est très mal. Vous voyez, donc ça, c'est essentiel de le comprendre, le sens. La question des valeurs aussi. Les valeurs, bien sûr, par rapport aux valeurs du service public, je n'y reviens pas, c'était largement abordé ce matin, c'est essentiel. On est dans une logique, quand vous êtes en phase avec des personnes qui sont en fragilité, quand vous recevez du public qui est en demande d'écoute, quand vous êtes quelque part dépositaire un peu d'une autorité publique, ces valeurs, vous les portez, vous les incarnez. Et enfin, un des derniers critères qui est important, c'est la question de la sécurité de l'emploi. Alors, c'est vrai que vous êtes fonctionnaire, vous avez une certaine garantie d'emploi. Ce n'est pas forcément le cas des contractuels qui peuvent voir leur contrat interrompu. Et bien sûr, un des derniers niveaux du travail sain, c'est les questions des conditions de travail. Quand vous êtes mal équipé, mal outillé, que dans une pièce avec des courants d'air, du bruit, etc. Enfin bon, toutes les ambiances et les conditions de travail sont aussi déterminantes. Mais vous voyez, tous ces facteurs que vous avez là, que je vous ai précisés, sont essentiels dans l'émergence d'un facteur de risque ou dans un facteur de protection. Et en revanche, vous avez des possibilités d'agir. Vous pouvez agir, par exemple, sur les relations de travail. Quand vous êtes manager, ici, vous avez vraiment, c'est un des facteurs centraux. Ici, parfois, on peut être limité, parce que, comme le disait tout à l'heure le directeur général des services, on n'a pas la planche à billets, on ne peut pas toujours recruter, augmenter. Mais ici, sur les relations de travail, sur les valeurs, sur l'avenir, sur les exigences émotionnelles qu'il faut savoir entendre, tous ces facteurs sont des facteurs de compensation, des facteurs de protection qu'il faut savoir actionner pour pouvoir peut-être parfois compenser des facteurs de risque qui sont réels. Si vous avez une grosse exigence de travail ici, par exemple, dans le travail sain, eh bien, il faut prévoir à un moment donné une récupération. Il faut permettre à la personne qui aura travaillé, parce qu'il peut y avoir des pics d'activité, c'est évident. Dans toute, je dirais, activité, on a parfois, à un moment donné, des coups de bourre, des charrettes qu'il faut assumer. Ceci dit, il faut prévoir après ces coups de bourre, ces charrettes, des moments de reconstitution physiologique et neurologique pour permettre aux gens de récupérer. Si vous ne faites pas ce travail de récupération, vous pouvez être dans une situation en fait compliquée. Alors, ayant dit tout ça, ça c'est un peu théorique, c'est un peu, comment dire, merveilleux au sens quelque part
c'est ce vers quoi il faut tendre. C'est pas le Graal, mais quelque part, parfois dans certains univers, ça s'en rapproche. Il faut bien comprendre qu'on est loin de tout ça en France. Je dis tout à fait sincèrement, toutes les études montrent qu'on a un très grand retard dans notre pays en matière de dialogue social et de qualité de vie au travail. Je vous donnerai simplement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, 2 exemples, on aura peut-être le temps d'y revenir. La dernière étude, ce qu'on appelle l'étude Eurofound, qui est une étude harmonisée sur 36 pays en Europe, classe la France au même niveau d'ailleurs dernière que l'Albanie. Vous voyez, donc pourquoi? Parce qu'en France, nous avons 40% des emplois qui sont très tendus, au sens insuffisant de ressources, de moyens pour faire les tâches qui sont demandées. Vous voyez, donc cette étude qui est sortie en novembre 2021 conforte une autre étude qui était sortie en 2017 du Centre d'études de l'emploi et des conditions de travail, menée au niveau aussi européen, qui montrait que la France était le pays, il y a 3 pays dans ce cas-là, qui avaient vu ses conditions de travail les plus détériorées en 20 ans. Vous voyez, donc on est vraiment dans la difficulté qui doit être comprise pour pouvoir être traitée, à savoir vraiment comprendre que les conditions de travail, la santé sont des investissements à faire et qu'on ne peut pas s'en prévaloir. Alors au niveau des collectivités territoriales, on a un peu de tout. Il y a les effets, on l'a vu, il y a les effets de taille qui jouent. Mais comme dans les PME, par exemple, vous prenez les PME, j'en parlais tout à l'heure avec Bertrand, les PME sont beaucoup moins victimes d'absentéisme que les boîtes à taille intermédiaire ou les grandes entreprises. Pourquoi? Parce que tout simplement, le dirigeant de la PME, il est au contact avec les siens, il travaille autant que les siens, si ce n'est plus, et il sait combien un salarié, s'il a par exemple 10 personnes, un salarié, c'est 10% de sa capacité de production. Donc il sait très bien l'importance de l'humain dans son équipe. Vous voyez, donc, et il y a beaucoup moins d'absentéisme dans les PME. Alors, c'est de même, on peut très bien imaginer que dans les petites structures, vous avez des conditions d'arbitrage, des conditions de coopération, la coopération est essentielle, qui sont beaucoup plus favorables au maintien d'une qualité de vie au travail. Dans les grosses structures, il faut vraiment développer ce qui se fait encore aujourd'hui, vous êtes en train de le faire, des capacités de reliance, des capacités d'éducation, des capacités, je dirais, d'information pour avancer. Alors très souvent, dans les grosses structures, le maire a du mal à aller vers la question de la qualité de vie au travail. Autant sur les questions physiques, questions matérielles, les questions, je dirais, un peu tangibles, on va pouvoir investir, on va pouvoir essayer de traiter les problèmes. Autant sur les questions un peu d'ordre psychologique, c'est comme les grands patrons, il y a toujours une grande méfiance par rapport à ces questions. Et donc, on laisse la patate chaude très souvent au directeur général des services qui doit s'en débrouiller et qui doit faire avec parfois les difficultés que... Alors, encore une fois, je ne suis pas donneur de leçons et je ne fais pas une règle absolue. J'explique une situation qu'on retrouve très souvent. C'est-à-dire que globalement, tout remonte vers le centre de décision qui est le DGS, qui doit faire avec les moyens qu'il a. Alors, parfois, il y arrive, parfois, il n'y arrive pas, parfois, il y laisse sa santé, parce que c'est 70 heures parfois de travail par semaine. Donc, oui, donc là, de même, il y a un grand retard en matière d'animation des collectifs, de considération des personnes, d'adaptation des outils de production pour faire en sorte de garantir une qualité de vie au travail à peu près normale aux individus. Et donc, quand vous êtes dans des spirales négatives, que vous rentrez dans des spirales négatives, c'est difficile parce que, comme disait, je crois, un président de la République, les emmerdes arrivent souvent en escalier. Donc, quand il y a un problème, après, ça en emmène un autre. Donc, il faut éviter d'être dans ces situations-là. Voilà pourquoi il est très important d'investir vraiment en matière de dialogue social, de communication. On a du mal à mesurer, effectivement, on a du mal à mesurer tous les effets d'une telle politique. On sait que ça joue, ça a été dit par le médecin du travail très bien ce matin, on sait que ça joue sur les indicateurs, turnover, absentéisme, etc. On a du mal malgré tout à le mesurer encore, parce que tout simplement, on est encore néophyte, d'autres pays le font mieux que nous. Mais globalement, on sait que quand rien n'est fait, on arrive vraiment à des situations qui peuvent devenir rapidement très délétères et très mangeuses de temps, très mangeuses d'énergie. Alors, quand vous avez un dérèglement, c'est mon avant-dernier point, ça va, je suis dans le temps là? Bon.
J'y vais, mais bon. Donc, quand on est dans des dérèglements au niveau du dialogue social, on a toute une série de phénomènes qui apparaissent. Donc, très souvent, la sclérose, hein, un corps socio-organisationnel, c'est comme un corps humain. Si vous, par exemple, vous mettez à un moment donné un garrot au niveau du bras, à un moment donné, vous allez avoir des problèmes au niveau de la main parce que le sang ne circulera pas. C'est la même chose dans un centre, je dirais, dans un centre qui réunit des individus. Si vous avez des scléroses liées à la communication, au non-accès à l'information, si vous avez des problématiques d'isolement, de discrimination, si vous avez des comportements qui ne sont pas adaptés en matière de management, ça crée derrière de fortes tensions, ça crée derrière des dysfonctionnements. Alors, les dysfonctionnements, ça peut être l'absentéisme, la mise en retrait, les gens ne se sentent pas compris, ils subissent des situations, ça devient vite la tête dans la cafetière, donc hop, ils se mettent en retrait, risques psychosociaux. Un des premiers facteurs, je dirais, de risque psychosocial, il faut le dire, c'est la relation avec le N+1. Alors, ça a été évoqué ce matin par les médecins. C'est rarement évoqué, hein, mais c'est souvent un des problèmes parce que ça ne remonte pas. La tension perpétuelle avec... puis à un moment donné, ça explose. Il y a des accusations qui tombent de harcèlement ou de maltraitance managériale. Vous voyez, donc la question donc, de l'envolée de l'absentéisme lié à une maltraitance qui n'est pas forcément perverse, c'est pas forcément du harcèlement. C'est très souvent un problème managérial. Hein. On a, dans la fonction publique territoriale, comme dans la fonction publique d'ailleurs tout court, moi je suis occupé par exemple de l'évaluation des risques au Conseil d'État ou dans les tribunaux administratifs ou à l'Assemblée nationale encore, ou au CESE, Conseil économique et social, on a un vrai problème de gouvernance humaine en fait, hein, d'insuffisance en matière RH. Alors RH, j'aime pas tellement le terme, mais bon, c'est usité par tout le monde, donc je le prends, mais on a un vrai souci, on a beaucoup de problèmes de positionnement, d'outils, etc. Alors on est en train de rattraper, mais c'est quand même un gros travail à faire, et il faut aider les RH à accomplir ce travail qui est essentiel, que ce soit pour... je ne parle pas la paye, la gestion, la GPE, ça marche. Je parle effectivement de l'animation des collectifs et de la résolution de ce que l'on est en train de travailler sur la question de la qualité de vie au travail. Donc on a beaucoup de retard. Alors, donc absentéisme, violence, harcèlement, discrimination qui peuvent apparaître, mais aussi, grave problème, la question des gens qui sont dans l'isolement, qui sont un peu coupés du collectif et qui vont être amenés, si vous voulez, pour pouvoir tenir l'activité qui est la leur, à se surinvestir et à être dans une logique d'épuisement professionnel. Alors là-dessus, je vous renvoie au livre que j'ai publié. Rapidement, je vous donne non, ça c'est pas ça. Je vous donne rapidement les 4 phases qui peuvent vous conduire à cet épuisement professionnel. Alors je vous les donne pour vous comme pour ceux qui pourraient être dans votre entourage professionnel ou même familial et qui peuvent être dans une situation de surtension au travail et les conduire dans la grande difficulté. Alors, vous voyez, en premier lieu, l'engagement. L'engagement, bon voilà, j'ai un job, je suis content, j'ai une rémunération, je le disais tout à l'heure, j'ai des avantages, j'ai des inconvénients, mais globalement ça le fait et je suis dans un état de bien-être à peu près satisfaisant. Alors pourquoi je dis bien-être? Je renvoie à la définition de 48 de l'OMS qui considère que la santé n'est pas une absence de maladie ou d'infirmité, mais qui est un état de bien-être général. Hein, il faut le dire, c'est important de bien situer, comme disait Camus, les mots pour renvoyer à du sens, à du contenu commun. Très souvent, la personne qui est en engagement peut passer en surengagement. Alors, le surengagement, c'est significatif quand la personne commence à supprimer toutes les activités qui ne sont pas celles du travail. Prenons un cas que vous allez comprendre tout de suite. Vous prenez l'expert comptable qui boucle les comptes entre mai et juin. Il a une charge de travail conséquente et il va faire des arbitrages au détriment de sa vie privée. Vous voyez, bon, vous prenez les membres d'un cabinet politique auprès d'un ministère. J'ai travaillé dans ce cas-là. Je peux vous dire que c'est hautement traumatisant en matière de conditions de travail. C'est 7 heures le matin, 23 heures le soir, 6 jours par semaine. Vous voyez, donc, quand vous faites ça et que vous êtes totalement épuisé,
le reste, vous le mettez entre parenthèses. Vous voyez, donc le surengagement peut être conjoncturel. Quand vous avez en fait une borne, comme par exemple le fiscaliste qui se dit, bon, au mois de juin, j'aurai tout terminé, je pourrai retrouver des conditions de travail normales, ça va. Le problème, c'est que très souvent, le surengagement peut se poursuivre dans des fonctionnements d'urgence perpétuelle et mettre les gens dans des situations extrêmes. Et là, passer de la phase 2 à la phase 3, hein, la phase 3, c'est la phase ici que vous voyez dite d'acharnement frénétique. Là, ça peut être ça commence à être très compliqué. Alors, acharnement frénétique, pourquoi? Parce que la personne, elle a tellement de travail qu'elle abat, je dirais, ses activités les unes après les autres. Un peu comme le sauteur de 110 mètres haie qui saute les haies les unes après les autres sans regarder au loin, sinon il se prendrait la haie qui suit. Voyez. Et donc, ce mécanisme, je dirais, d'acharnement frénétique est extrêmement coûteux pour l'individu parce qu'il y a une perte de sens, parce que le corps se révolte à un moment donné. Alors, le corps, il y a longtemps qu'il envoie des signaux, fatigue chronique, c'est-à-dire que l'individu ne récupère pas. Le corps est bien fait. Si vous êtes fatigué, vous avez fait un peu la fête, etc., vous dormez une nuit ou deux, hop, ça va, vous récupérez. À part si bien sûr vous êtes malade, mais globalement ça le fait. En revanche, quand vous commencez à être touché par l'épuisement professionnel, bah, vous dormez une journée ou deux, ça ne suffit pas. Vous voyez, donc là, ça doit être pour vous une inquiétude, ou pour vos proches, de faire en sorte de réfléchir à ce qui se passe pour ne pas aller, je dirais, trop loin dans cet épuisement, parce que l'épuisement professionnel, le syndrome d'épuisement, le burn-out, comme on dit, c'est à la fois un état définitif et à la fois c'est un processus. Et donc, il faut essayer d'interrompre le processus pour éviter l'effondrement final. Vous voyez, donc, l'acharnement, 2 minutes, un peu plus, 5 minutes. L'acharnement frénétique... Moins de questions. Hein? Moins de questions. Ouais, attendez. Donc, l'acharnement frénétique, c'est important de comprendre que quand vous travaillez trop, vous travaillez mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire des erreurs. À un moment donné, faisant des erreurs, la hiérarchie ou les collègues vont vous tomber dessus en vous disant « mais tu nous avais habitués à mieux ». Et là c'est très cruel. Pourquoi? Parce que la personne, elle va perdre toute, je dirais, la reconnaissance qu'elle avait eue en phase 1, en phase 2. Parce qu'il faut le dire une chose, c'est jouissif de travailler, d'être considéré comme un cador, vous voyez. Et donc, là, vous perdez toute cette reconnaissance, on vous dit, vous ne valez plus rien. Et il faut le savoir que très souvent, les milieux professionnels n'ont pas de mémoire, Et vous avez la reconnaissance de ce que vous ferez demain, pas forcément de ce que vous avez fait hier. Vous voyez, donc ça, c'est important de le savoir. Donc, en tant qu'individu, il faut savoir traiter, mettre à bonne distance le travail. Et durer. Durer, ça veut dire avoir, c'était dit aussi ce matin, un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est de savoir, y compris, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est de savoir aussi se renouveler culturellement, ne pas être un clone professionnel asséché. Vous voyez. Donc ça, c'est essentiel. Et très souvent, la personne qui est mise en cause, parce qu'elle commence à faire des erreurs, elle se sent donc cruellement sacrifiée et le cri qui va sortir, c'est « je suis harcelé », parce que c'est la seule défense qui va pouvoir surgir. Elle va accuser de harcèlement, alors qu'il n'y a pas forcément harcèlement. Il peut y avoir, je dirais, mauvais management, pas forcément harcèlement, mais c'est la manière de le dire. Et enfin, dernière chose, vous avez dans cette affaire-là, très souvent, la personne, elle cherche à regagner la reconnaissance qu'elle avait en phase 1, en phase 2, elle se redonne un coup de ressort, et elle essaye de faire face, et ça peut aller vers l'effondrement. Alors l'effondrement, c'est l'AVC, c'est l'infarctus, c'est la crise suicidaire. Et encore une fois, je n'ai pas le temps de développer, c'est une maladie du siècle. On a connu ça, bien sûr, dans les enseignants, chez les médecins, les soignants, etc. Aujourd'hui, ça passe dans toutes les catégories professionnelles, avec une surtension au travail. Il faut savoir que chaque année, vous avez 4000 morts en France qui sont liés au stress professionnel. C'est l'étude de Eurofond de 2004 qui l'a démontré. Il y a une étude qui est sortie en 2015. Quand vous travaillez plus de 50 heures par semaine, vous accroissez de 1/3 le risque d'AVC. Vous voyez, donc, tous ces indicateurs sont très importants. Alors, je termine en disant qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut garder raison et être dans l'équilibre. Et ça signifie que la responsabilité, la gouvernance des collectivités territoriales, elle doit vraiment faire un gros travail pour favoriser un management bienveillant. Vous voyez, ce matin, M. Beau disait, très justement,
qu'il allait voir les gens, qu'il allait prendre le pouls, j'ai retenu le nom, le pouls, sans faire de bobologie, pour reprendre son mot, mais il allait prendre le pouls des gens pour voir comment ils allaient. C'est essentiel. Être en connexion avec les autres, être en coopération avec les autres, être à l'écoute et à l'attention des autres, voir ce qui ne va pas. Quand vous vous baladez dans les services, vous comprenez tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Les gens montrent de manière, alors bien sûr, il faut être un peu à l'écoute, mais ils montrent en fait ces insuffisances, les problèmes qu'ils ont, et donc il faut aller décrypter les problèmes en amont pour les traiter. Donc, première règle, et ça c'est un invariant, un management baladeur, un management bienveillant, et non pas un management dit plaidoyer. Qu'est-ce que c'est que le management plaidoyer? Ce sont les managers, on peut les retrouver en haut comme en bas, hein, mais dans toute l'échelle de management, qui vous disent « j'ai tout compris, je t'explique, tu exécutes, je contrôle ». Vous voyez? Et sans véritablement laisser vraiment la possibilité de faire émerger d'autres alternatives. Et, encore une fois, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est très commun, c'est une des tares de la société française. Regardez l'éducation nationale depuis le départ, comment on éduque nos enfants. Je n'ai pas le temps de développer, mais regardez comment on sélectionne, entre guillemets, les élites dirigeantes du pays. Voilà, donc je n'ai pas le temps de développer, mais globalement, c'est une des tares de la société française, la manière dont, en fait, les gens sont amenés à prendre des responsabilités. Et par ailleurs, et je termine vraiment là-dessus, il faut vraiment mettre en place des passerelles pour permettre aux gens de mieux communiquer, d'associer dans le changement participatif, dans le changement concerté les organismes syndicales, parce qu'il y a un effet statut, le salarié va parler à l'organisme syndical autrement qu'à son N+1, ou même qu'au médecin du travail, et donc il est important pour pouvoir faire de la prévention, générer de la qualité de vie au travail, il est important de parler à plusieurs voix, c'est essentiel. Et si vous n'avez pas ça, quelque part vous vous amputez d'une partie importante et d'une intelligence collective nécessaire à la conduite et à la prise de décision. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Jean-Claude Delgene. Bon, regardons s'il y a quelques questions qui sont remontées spontanément. Leïla Fourneau. Oui, une question. Quid de la valeur du travail avec l'arrivée de l'intelligence artificielle en matière de QVCT? Alors, on va traiter cette question là-dessus immédiatement. Alors, c'est une question fondamentale. Hein. Je pense que l'apparition de l'intelligence artificielle, des différentes applications qui sont en train de se développer, va fortement modifier les relations humaines au travail. Alors nous-mêmes, on a des applications de ce style. Hein. Si vous tapez par exemple « Nos droits by Technologia », vous accédez gratuitement au Code du travail. Après, je pense qu'un grand nombre d'emplois va être touché, plus ou moins ou plus ou prou, entre 10 et parfois 50%. Et donc, il est totalement indispensable d'anticiper en matière de qualification, de requalification, d'évolution de carrière, sans attendre que des effets d'éviction massifs s'entraînent. On voit par exemple dans certains métiers, il y a 15 jours, il y a eu une annonce de la suppression de 200 emplois dans un groupe de presse qui faisait de la traduction et de l'information en reprenant tous les papiers au niveau international. Tout simplement, effectivement, il y a des emplois qui sont vraiment menacés, tout ce qui est traduction, tout ce qui est création. Voilà, vous prenez le journalisme, par exemple, pour un autre exemple, pour parler à Bertrand. Bon, je discutais avec Louis Dreyfus, le patron du Monde, qui est un bon copain. Il me disait, je suis très embêté parce que, bon, globalement, vous avez les éditorialistes, eux, qui sont menacés. Par contre, ceux qui peuvent garder leur emploi, c'est ceux qui font du terrain, qui créent de la donnée. Donc, tout va être bousculé et rapidement, je pense. Hein, on est dans un changement de paradigme très important. Et ça fait partie, d'ailleurs, de l'angoisse des salariés. Je ne l'ai pas dit, avec, bien sûr, la transition écologique et la nécessité numérique de s'adapter. Ce sont des questions essentielles aujourd'hui pour déterminer son avenir. Dans l'insécurité, en fait, en termes d'emploi, on voit effectivement qu'il y a des choses qui pèsent là-dessus. Ali Gadi, à Évreux. Oui,
Alors, vous m'entendez? Alors, que pensez-vous du développement dans le secteur public de journées team building à l'instar du secteur privé? Et comment gérer un N+1 qui manage par la peur? Alors, la question de... Vous l'avez noté, y compris dans la dernière réforme qui est entrée en vigueur, le gouvernement n'a de cesse aujourd'hui de rapprocher les deux mondes qui sont le privé et le public, puisque les règles qui ont été quelque part mises en place pour le public sont calquées totalement sur celles du privé. Hein. Donc je pense que vous l'aviez remarqué, ce n'est pas une grande scoop que vous dire cela. Et ça veut dire aussi que quelque part, vous avez des pratiques managériales qui sont en train de migrer de manière horizontale des deux mondes. Comme on a eu le modèle Stuart et Spencer, le modèle Stuart et Spencer, c'est un modèle qui est émergé avec l'école de Chicago en 89-91 et qui dit globalement l'entreprise est un pur actif financier à part entière et donc l'entreprise doit générer le maximum de rentabilité à court terme puisque c'est un pur actif financier à part entière. Eh bien ce modèle-là, ben, il a fait la bascule dans le secteur public avec le New Public Management, avec les problématiques d'agences créées, avec les contrats d'objectifs qui ont été créés. Donc, vous voyez, donc, en fait, on est dans des mondes poreux. Donc, le secteur public, qui est quand même plus réduit que le secteur privé, à un moment donné, est à la remorque de ces orientations, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, mais ce n'est pas la question, mais on ne peut pas séparer les deux. Alors après, la question de la peur, c'est une vraie question. Quand vous avez quelqu'un qui est agressif, menaçant, voire violent sur le plan psychologique, quelque part, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas être dans une logique de pot de fer contre le pot de fer, parce que déjà, c'est un coût pour la santé, c'est un coût pour la famille, et ça ne règle pas les problèmes. Donc, il faut, à un moment donné, porter le débat un peu plus largement. Alors ça peut être la médecine du travail, ça peut être les représentants du personnel. Alors si ça ne bouge pas toujours, on peut aussi quelque part, moi je l'ai vécu dans de multiples circonstances, aller déposer plainte auprès du commissariat. Vous savez, quand vous avez un grand patron qui est un peu le féodal inamovible et que vous avez le commissariat qui débarque, parce que la justice quand même, elle fait, je dirais, son boulot, parce qu'il y a eu plusieurs plaintes, parce qu'il y a eu un certain nombre de mains courantes qui ont été déposées, et que le gars, il fait 48 heures de garde à vue, je peux vous dire que ça calme tout le monde. Hein. Vous voyez, donc, alors, avant d'en arriver là, il y a des solutions qui sont plus adaptées et qui consistent réellement à mettre l'individu en face de son miroir, c'est-à-dire à l'obliger à considérer les êtres humains comme un autre lui-même. C'est compliqué. Quand vous avez quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle un dominant qui n'a pas conquis son ego, c'est compliqué. C'est toujours compliqué parce que ça fait pas mal de ravages. Donc, la seule manière, c'est de créer un rapport de force et de trouver alliance avec d'autres personnes pour pouvoir ne pas trop subir. Sandrine Guillois à Alençon, à Argentan. Oui, alors toujours pas de questions, mais celle qu'on a pu retenir un petit peu dans les échanges de ce midi, c'était voir un petit peu, effectivement, mais vous venez en partie d'y répondre sur les solutions, notamment dans les toutes petites collectivités, et quand le climat est déjà très dégradé, est-ce qu'il y a quand même des pistes d'espoir ? Quand le débat, hein, c'est dans les petites structures, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, il faut faire appel à l'énergie de chacun. Et l'énergie de chacun, elle vient quand on arrive à mettre sur la table les problèmes, quand on arrive à les considérer, qu'on arrive à tirer un peu les fils, sans entrer dans des manipulations hasardeuses. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais très souvent, il y a des non-dits cachés, des antériorités qui sont présentes, qui nouent les énergies, qui nouent les comportements, qui altèrent les relations. Et c'est ça qu'il faut essayer de décrypter, de déminer pour faire en sorte d'avancer et de permettre vraiment de rétablir à peu près une ambiance de travail satisfaisante. Si on n'y arrive pas, ça peut être compliqué. Hein. Il peut y avoir vraiment, à un moment donné, des tensions telles que le service peut être mis à mal, enfin même s'arrêter. Hein. On l'a vu dans certains hôpitaux, moi je l'ai vu dans certaines entreprises qui disparaissaient. Hein. Quand il n'y a pas cette harmonie, cet égrégore
entre les uns et les autres, quand il n'y a pas un minimum pour rassembler les uns et les autres, rassembler ce qui est épars, c'est compliqué. Marlène Congalves, à Caen. On a 2 questions à Caen. Est-ce que le passage à la semaine de 4 jours ne va pas intensifier le risque de burn-out? Et la deuxième, ne pensez-vous pas que de changer d'équipe dirigeante tous les 6 ans et de renouveler les représentants du personnel tous les 4 ans nuise à l'obtention d'une QVCT acceptable? Ah oui, c'est intéressant. Alors, je commencerai par la seconde. La question de la volatilité des effectifs liés à des changements politiques, bon, elle est un peu inéluctable en matière de démocratie. Il y a un changement. Bon. Alors, est-ce qu'il faut aller vers un système à la dépouille comme on a dans les pays anglo-saxons? Parce que dans les pays anglo-saxons, quand le politique perd, tout le monde perd derrière. Nous, ce n'est pas vraiment le cas. Bon, alors il peut y avoir parfois des conséquences. Hein. Il y a souvent d'ailleurs des conséquences, c'est-à-dire que la personne qui est arrivée avec l'ancienne équipe, qui reste en dépit du fait du changement de dirigeant politique, souvent elle vit mal les choses et elle est vue avec un clivage, un filtre politique qui n'est pas forcément très favorable pour son évolution de carrière, voire pour ses conditions de travail. Mais ce n'est pas systématique. Et c'est vrai que quelque part, dans la question de la qualité de vie au travail, dans la prévention des risques, cette notion, je dirais, de dépouille, de changement lié ou de conséquences liées au changement politique devrait être plus intégrée. Elle devrait être plus intégrée, plus discutée, plus normée, plus débattue entre les politiques et, je dirais, les services administratifs et les services syndicaux, parce que c'est un invariant dans ce monde-là, mais qui n'est pas suffisamment discuté et revisité. On peut très bien avoir été recruté par une ancienne équipe, faire son boulot, je dirais, à peu près correctement, être donc satisfaisant pour la collectivité, et pour autant ne pas forcément faire allégeance politique. On a une neutralité d'ailleurs quand on est fonctionnaire. Donc cette question doit être traitée et mise en débat pour justement trouver à travers ce débat je dirais, des normes pour caler les comportements et pour éviter des tensions sur les équipes quand elles restent. Alors après, la question du burn-out et de la semaine des 4 jours, c'est un vrai sujet parce que c'est vrai, moi j'ai travaillé déjà sur la semaine de 4 jours, mais dans des métiers difficiles. J'ai travaillé dans le métier abattoir. Bon, c'est vrai qu'au bout de 4 jours, les gens étaient tellement explosés parce que, en fait, un employeur, normalement, alors peut-être dans la qualité publique, c'est différent, mais je ne pense pas, il n'a pas vocation à réduire sa production. Et donc, si vous avez une production à tenir, un delivery à tenir pendant une semaine, bon, si vous réduisez la capacité de production d'une journée, vous ne tenez pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous densifiez le travail de 5 jours sur 4 jours. Bon, ok. Si effectivement la densité le permet, si les gens sont en suffisamment de forme pour tenir, il n'y a pas de problème, ça peut le faire. C'est d'ailleurs, du point de vue recrutement, très attractif, parce que les gens sont très satisfaits d'avoir cette possibilité de se reposer sur 3 jours, comme l'a dit M. Baud tout à l'heure. En revanche, quand vous avez vraiment une activité qui est très difficile sur le plan physiologique, ce n'est pas forcément physiologique au sens physique du terme. Hein. Si vous êtes, je ne sais pas moi, contrôleur aérien, vous êtes pilote, vous êtes... la densité de travail, elle est extraordinaire. Quand vous faites une opération, moi je travaille beaucoup dans les hôpitaux, 8 heures de suite, vous êtes rincé. Enfin, vous voyez, c'est des capacités physiologiques de récupération qui sont hors normes. Donc, il faut réfléchir. On ne peut mettre en place qu'en fonction de l'analyse de l'activité. C'est ça que je voulais dire. Et bien sûr, du consentement des différents protagonistes sur la table. Et c'est vrai que plaquer une organisation sans discuter du travail, des modalités de régulation, ça peut conduire à des dysfonctionnements, donc à l'épuisement ou à la dépression d'ordre professionnel. Pierre Morel à Saint-Lô. Il n'y a pas de question dans la manche, Bertrand. On vous voit, Pierre. Je disais, il n'y a pas de question dans la manche, Bertrand. Bon, très bien. Très bien. Alors, très clair. moi, j'ai une question qui est venue d'un échange là, pendant le temps de repas. On n'a pas pris en compte les attentes des citoyens, Ouais. consommateurs des
des services publics. Et je me souviens que pendant l'émotion, la jacquerie des Gilets jaunes, évidemment, la question d'un service public de qualité, humain, à proximité, était une revendication qui avait traversé tous les cahiers de doléances qui avaient été alors rédigés. Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a une grande inquiétude en France de la population, toutes les études le montrent, sur l'écroulement du service public. Regardez ce que devient l'école. D'ailleurs, les fortunes qui se font sur cette dérégulation de l'école. Hein. Regardez, sans donner de nom, mais les officines qui enseignent, qui prennent en charge les enfants des familles les plus fortunées et qui font des fortunes. Bon. Regardez l'hôpital. Moi, je travaille beaucoup à l'hôpital. On a vraiment une situation difficile. Alors, pas dans tous les hôpitaux. Je dirais que globalement, 40% des hôpitaux vont à peu près bien, 50% peut-être, mais dans beaucoup d'hôpitaux, il y a vraiment des tensions. Donc, on a des soucis, des inquiétudes au niveau du service public, et les Français sont extrêmement attachés au service public. Il faut savoir que les Français sont extrêmement attachés au service public. Or, aujourd'hui, regardez la difficulté d'avoir un rendez-vous. Par exemple, je lisais dernièrement les problématiques pour établir son dossier de retraite, difficile. Des problèmes. Alors, il y a le seul endroit où on vous reçoit assez facilement, c'est les impôts, il paraît. Bon, vous voyez, mais il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de recul du service public, et tout au moins c'est ressenti comme tel dans toutes les enquêtes qui sortent. Et c'est vrai que la collectivité territoriale, la mairie, restent des endroits où le bien commun fait sens. Moi, j'ai beaucoup travaillé, comme vous le savez, sur la Poste. Je me suis occupé des suicides à la Poste, et j'ai vu combien les fermetures de postes avaient des conséquences dans certains villages où les anciens ne pouvaient pas faire les 15-20 km pour aller trouver une poste pas très loin, où il n'y a plus la possibilité de discuter, où il n'y a plus la possibilité de se retrouver, etc. Donc cette désertification est quand même, du service public est quand même assez mal supportée par la population, et il faut y prendre garde, parce que sans service public de qualité, on ne peut pas avoir une nation... ou alors on risque d'avoir un gros souci sur le plan économique, parce que l'environnement économique est vraiment le résultat aussi d'un univers de services publics à peu près satisfaisant. Vous voyez toutes les boîtes qui viennent, les étrangers qui viennent s'investir en France, j'en connais pas mal. Bon, eh bien, une des qualités appréciées, c'est bien sûr la question de la santé, la question des écoles qui restent d'un très bon niveau par rapport à d'autres pays. Vous voyez, donc le service public est un bien commun qu'il faut vraiment préserver. Mesdames et messieurs, nous remercions chaleureusement Jean-Claude Delgenne de son intervention. Et nous arrivons au terme de notre quintuplex. Donc, comme on disait il y a au moins 40 ans, voire 50 ans, quand Léon Zitrone, vous imaginez, il faut être vieux pour se souvenir de Léon Zitrone, quand Léon Zitrone disait « je rends l'antenne », là je rends l'antenne à Argentan, à Saint-Lô, à Caen, à Évreux et à Bois-Guillaume, et là, dans chacune des salles, il appartient aux représentants des 5 CDG de tirer les enseignements de cette journée, s'ils le veulent, voire même de poursuivre localement, évidemment, les échanges avec ceux qui voudront bien y participer. J'ai bien l'honneur. Merci encore, Jean-Claude Delgenne. Merci à vous. On rend l'antenne.